Voilà. Alors, c'est la deuxième vidéo depuis la rentrée. Hein. Hier, il y a eu une visio avec le vice-président de la fédération sur le Grand Paris. Marc Perchet était présent. C'était assez rude parce qu'on a introduit bien évidemment les problématiques Covid dans les problématiques chantier et même les témoignages étaient quand même assez pas négatifs, mais un petit peu pessimistes sur ce qui se passe actuellement et la difficulté que les entreprises ont à gérer leurs opérations dans le contexte actuel. Alors aujourd'hui, on va parler toujours dans le contexte Covid de la problématique de la gestion du management de son entreprise, de sa PME, pour essayer de visualiser assez rapidement comment on peut, et je vais donner la parole à Antoine dans une minute, comment on peut en quelques petits coups d'œil sur ses comptes, valider si on est en bonne santé ou pas. Alors on fait cette visio, parce que je pense que beaucoup de gens ont eu un PGE et que ça donne une trésorerie qu'on va dire un peu mirage et qu'il faut donc avoir une vision un peu plus sûre pour l'avenir. Donc voilà l'introduction que je propose pour Antoine. Alors Antoine, je te laisse la parole. Diable, avec ça, je suis mal barré, moi. Bon, en fait, pour dire les choses simplement, il ne s'agit pas de faire un cours, c'est simplement, effectivement, pour essayer de donner quelques indications sur la situation actuelle et la façon dont il faut essayer de regarder sa société et ce qu'elle devient par rapport au PGE que vous avez peut-être obtenu, au report d'échéance que vous avez sûrement obtenu, sinon sollicité. Parce que jusqu'à présent, tout va très bien pour tout le monde. Quand on les interroge, généralement, il n'y a pas de souci, il y a encore de l'argent. Demain, forcément, ça va aller très bien parce que quand on regarde les annonces qui sont faites sur les journaux télévisés ou sur Internet, ça va très bien, l'activité est repartie, donc tout est merveilleux. Le taux de chômage même diminue, ce qui est assez paradoxal, mais c'est simplement parce qu'on enlève des catégories entières de personnes qu'on met en formation. Et donc, pour essayer de préparer au mieux possible ce qui va arriver à la rentrée et au début d'année 2021, puisqu'on dit que, d'une part, si jamais il y a eu assez peu de faillites jusqu'à aujourd'hui, puisque je crois qu'il y a à peu près 14 000 entreprises en moins qui ont déposé leur bilan par rapport à l'année dernière à la même période, sachant que sur une année, c'est à peu près 50-52 000 sociétés qui déposent leur bilan. Par contre, il est dit de plus en plus qu'à partir du mois de... dans quelques jours, les dépôts de bilan ou les déclarations de cessation des paiements vont augmenter, puisque vous savez qu'il y a un délai de 45 jours, au-delà duquel, si vous ne déposez pas votre bilan alors que vous êtes face à des échéances qu'il vous est impossible de payer maintenant ou à terme, vous devez déposer votre bilan, sinon vous avez un risque d'appel en comblement de passif. Et donc, le calcul fait à partir de la fin des échéances accordées par les différents organismes, l'octroi du PGE, etc., que normalement, ça devrait tomber un nombre croissant d'entreprises qui déposent leur bilan dans quelques jours. Et les prévisions économiques de l'OCDE ou de l'INSEE disent qu'il n'y aura pas de reprise réelle avant au moins mi-2021, voire plus, parce que tous les vols internationaux, c'est complètement fichu jusque-là. Toutes les industries qui sont tout autour, c'est pareil. Et autour de l'industrie aéronautique, il y a plein de sous-traitants. Et donc, par effet de transmission en collatéraux, il y a plein d'entreprises qui vont être touchées. Alors, ce qui compte dans une entreprise, en fait, c'est un peu comme dans un ménage. Même si c'est un terme un peu désuet, ce qui compte, c'est combien on a d'argent dans sa caisse aujourd'hui,
en net, combien on pense qu'on va en avoir demain et est-ce que ce qu'on pense qu'on va avoir demain va effectivement arriver ou pas. Donc, ce qui est important, parce qu'on peut avoir des tas de tableaux dans tous les sens, des REX à la semaine, au mois, des évolutions, des variations, des machins, des trucs. En fait, ce qui est vraiment fondamental, c'est de regarder une fois par semaine, à minima, sa trésorerie en caisse, et puis un prévisionnel très court, parce que ce n'est pas la peine de faire un long prévisionnel, parce que souvent c'est faux, c'est-à-dire sur les 4 à 5 semaines qui viennent, voire les 6 semaines qui viennent, et puis ben, on regarde à quoi ça ressemble. En fonction de ce petit tableau qui peut être alimenté tous les jours, soit par le dirigeant lui-même, soit par son comptable, soit par l'expert comptable si les services sont externalisés, on arrive à voir si on est confortable, pendant combien de temps on est confortable, et puis où se trouvent les opportunités et où se trouvent les risques. Donc les opportunités, c'est les rentrées d'argent, et donc la question qu'il faut se poser, c'est ok, j'ai toutes ces recettes qui sont prévues dans les semaines qui viennent, éventuellement dans les 2 ou 3 mois qui viennent, sauf que est-ce que je suis sûr que le chantier Tartampion, le DGD va bien être signé, puis l'argent va bien rentrer? Est-ce que je suis certain que le client machin, il va bien et que il va bien me payer? Est-ce que je suis certain que les chantiers qu'on m'annonce en termes de négociation, je vais les avoir? Quel est le taux de probabilité que je les ai, que je ne les ai pas? Et donc, essayer de faire dans ce prévisionnel de trésorerie, une fois qu'on a un tableau rough sans aucune estimation et aucune hypothèse possible, un deuxième petit calcul à côté en disant, voilà, au pire du pire, les recettes, j'enlève tout ça parce que tout ça, c'est aléatoire, je ne sais pas si je vais les avoir. Et par contre, les charges, je laisse quasiment tout parce que je vais, a priori, devoir tout payer. Et combien il me reste? Et une fois qu'on sait ça, on est capable de se dire, OK, dans les prochaines semaines, je suis à peu près tranquille, serein, je peux m'attacher à faire évoluer mon entreprise dans telle et telle direction, ou au contraire, je devrais être inquiet, donc il faut que je m'interroge sur est-ce qu'il faut que je demande un autre concours à ma banque? Est-ce que je peux demander un PGE complémentaire? Est-ce que je peux demander à mes équipes de relancer tel et tel client pour être sûr que l'argent va rentrer? Est-ce que je ne peux pas déjà délayer ou retarder ou geler certaines échéances qui vont tomber? Parce que dans les échéances qu'une entreprise doit assumer, il y en a toujours tout un tas qui ne sont pas obligatoires. Pour ce qui concerne les échéances fiscales, il y a la partie sociale qui est obligatoire, la partie patronale qui fait grosso modo 80% des salaires versés. Celle-là, il faut la payer un jour, mais si jamais il y a un retard, ce n'est pas dramatique. Et avant que l'URSSAF ne se réveille, généralement, il se passe 2 ou 3 mois, voire plus. La TVA, c'est pareil. Si vous avez besoin de trésorerie, vous pouvez jouer un peu avec. La seule chose qui soit vraiment importante, c'est d'être sûr que vos déclarations mensuelles collent avec ce que vous avez payé, et par ailleurs d'être sûr, cette fois-ci, qu'à la fin de l'année, donc au 31 décembre, la déclaration de TVA globale soit juste et que l'argent équivalent soit a priori versé, ou alors qu'une lettre soit envoyée au Trésor public pour lui expliquer que vous ne pouvez pas pour telle et telle raison et que vous demandez un délai. Donc la chose la plus importante pour se rassurer sur la santé de son entreprise, c'est de surveiller sa trésorerie au jour le jour, comme une marmite sur le feu, et d'essayer de prévoir ou de réfléchir à ce qui peut arriver dans les semaines qui viennent en étant en étant normalement pessimiste. Il ne faut jamais être trop optimiste parce que ça tue tout, et il ne faut jamais être trop pessimiste non plus parce que ça n'en fait plus rien. Une fois qu'on a fait ça, ce qui est également important, c'est de regarder, et ça, ce sont les comptes mensuels qu'on fait ou qu'on peut faire, même si c'est très grossier, parce que ce n'est pas la peine d'être fait à la virgule, c'est qu'est-ce que mon entreprise est capable de dégager comme trésorerie chaque semaine, chaque mois, en plus, pour qu'elle puisse continuer à perdurer peut-être plus longtemps que la trésorerie que j'ai aujourd'hui. Donc, en gros, c'est quoi son chiffre d'affaires? C'est quoi ses marges? Est-ce qu'elles sont dégradées? Est-ce qu'elles ne sont pas dégradées? Est-ce que les chantiers que j'ai pris vont être à une marge confortable, pas confortable? Enfin, quelle est la capacité de cash flow de mon entreprise? Une fois qu'on a ces deux éléments-là, on a une vision un peu plus globale de son entreprise et on est plus ou moins serein. Ensuite, il faut s'interroger sur la totalité des informations qu'on reçoit
auprès de concurrents, auprès de personnes qui sont dites bien informées, dans les journaux, dans les dîners, etc. Puis se dire, bah voilà, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent et qui pourrait faire que mes prévisions, elles sont super, sauf qu'en fait, dans une semaine ou dans 15 jours, bah, je vais me casser la figure parce qu'il y a tout qui va s'arrêter. Et en ce moment, il y a un gros sujet qui n'est pas tranché, mais qui sera sûrement ce soir, avec l'allocution de Macron, du président Macron, c'est va-t-il y avoir un confinement total ou partiel? Combien de temps il va durer? Et est-ce que ça risque d'avoir les mêmes conséquences que la dernière fois? Il est vraisemblable que si confinement il y a, il va être partiel, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus que ça va être département par département et qu'il y aura une sorte de couvre-feu comme il y en avait dans les temps jadis, à 23 heures ou je sais pas, 24 heures. Donc, il est vraisemblable que ça ne va pas aggraver ou endommager de façon considérable l'activité des entreprises, sauf pour ceux qui ont une activité qui est beaucoup plus loin en province, mais que dans un premier temps, ça ne risque pas de la gêner trop. Mais il y a des cas d'espèce. Mais fonction de ce qui sera annoncé et fonction de l'évolution des courbes qu'on annonce de façon très morbide dans les journaux tous les soirs du Covid, eh ben, ça peut avoir ou ça va avoir une conséquence extrêmement significative sur la pérennité des entreprises et il faut s'y préparer. Une fois que j'ai dit ça, je ne vous ai pas dit grand-chose parce que j'imagine que vous le faites déjà quasiment tous les jours de façon spontanée. Il doit y avoir dans votre entreprise ou dans votre environnement des signaux auxquels vous ne faites pas forcément toujours attention, notamment quand ça va très bien, parce que quand ça va très bien et qu'on a plein de trésorerie, on ne s'inquiète de rien, on dit bon bah ok, c'est super, j'ai du temps, je verrai bien demain, je vais partir en vacances et puis quand je reviendrai, je vais voir ce qui se passe. Quand ça ne va pas bien, il faut vraiment avoir les oreilles déployées dans tous les sens et essayer de surveiller un peu tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Le premier élément qu'il faut surveiller, c'est naturellement son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires d'aujourd'hui, les commandes que j'ai prises, ce que je vais pouvoir facturer, est-ce que j'ai des risques de voir que ces facturations vont être soumises à des discussions, à des litiges, à des règlements partiels, etc. Et est-ce que par rapport à d'habitude, mon taux de transformation des appels d'offres auxquels je réponds est le même ou au contraire, est-ce que ça a baissé? Et si ça a baissé, dans quelle proportion? Et si ça a baissé dans des proportions importantes, est-ce que je ne devrais pas commencer à réfléchir à prendre des marchés avec une marge moindre, ne serait-ce que pour pouvoir financer mes charges fixes dans un cas où la situation économique serait tellement obérée que je n'aurais pas beaucoup de chiffres et donc il faudrait que j'assume mes charges de façon quotidienne. Donc le premier élément à surveiller de très près, c'est son chiffre d'affaires d'aujourd'hui, son carnet de commandes, est-ce qu'il grossit, est-ce qu'il diminue, et puis qu'est-ce que je peux faire pour essayer de l'augmenter dans une période qui est très incertaine. De façon très pragmatique, moi je dis toujours à mes clients, même s'ils vont bien, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils sont très gros, même si on peut faire encore des tas d'économies, écoutez, ce qui est pris est plus à prendre. Donc si des économies vous pouvez en faire, faites-les parce qu'on ne sait jamais ce dont demain va être fait et que les banquiers, peut-être qu'aujourd'hui ça se passe très bien parce que vous recommencez à payer vos échéances, parce qu'ils vous aiment bien, parce qu'il a confiance, etc. Mais demain, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, l'argent, si vous êtes capable de pas forcément dépenser tout ce que vous avez dans votre trésorerie, et même si c'est contraire à ce que certains officiels ministériels ou hauts fonctionnaires vous expliquent, si vous pouvez retarder un peu le paiement de tout un tas de trucs, puis geler des trucs, vous avez qu'à le faire, parce que pendant ce temps-là, c'est vous que vous protégez, et votre rôle, c'est pas forcément de protéger les autres, même si tout le monde fait partie d'un écosystème, et que ce que je dis, il ne faut pas que tout le monde le fasse, parce que sinon, au bout d'un moment, ça s'arrête, mais de toute façon, tout le monde le fera pas en même temps. Le premier élément, c'est de surveiller son chiffre d'affaires, ce qui rentre, ce qui est en retard, etc. Le deuxième élément qui est important, c'est de quelle façon se passent ou évoluent vos relations avec vos fournisseurs. Ça, c'est très important parce que quand les relations se tendent, ça veut souvent dire que les fournisseurs en question, ils ont eux-mêmes des difficultés, donc ils deviennent plus rudes
dans les discussions et dans les négociations, il peut même y en avoir certains qui ont peur, puis qui disent, bon, bah, écoutez, maintenant, moi, j'ai changé un peu la donne, je ne vais pas augmenter mes prix, mais avant, vous me payiez à 60 jours, puis je ne disais rien, sauf que maintenant, la loi, c'est 30, mais moi, il faut que vous me payiez tout de suite, parce que de toute façon, je ne vais pas bien, et puis si je ne vais pas bien, c'est vous qui n'allez pas aller bien, et donc, il faut me payer maintenant, ou en tout cas dans la semaine, parce que non, je ne vais pas vous livrer. Donc ça arrive, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, et après, c'est simplement le sujet d'essayer de discuter avec son fournisseur ou d'essayer d'en trouver d'autres pour pouvoir pallier à ce phénomène qui malheureusement arrive de plus en plus souvent, je le constate depuis le mois de septembre. Le troisième point qui est important, c'est de surveiller l'état de santé de ses clients, d'une part, parce que si les clients se cassent la figure, c'est vous qui allez être en difficulté, et puis de surveiller les marchés que vous êtes en train de négocier et ceux que vous pourriez éventuellement prendre, quitte à commencer à soumissionner à des marchés où peut-être auparavant vous n'auriez pas répondu parce que tout allait très bien et qu'il n'y avait pas péril dans la demeure, mais dans une période incertaine, il vaut mieux être sûr d'avoir des chantiers, donc des rentrées de cash, même si la marge est inférieure à auparavant, parce que c'est beaucoup plus facile de fonctionner avec son entreprise quand on a un peu d'argent plutôt que quand on n'en a pas du tout. Ok, alors je voudrais t'arrêter 2 minutes parce qu'il faudrait peut-être poser la question s'il y a des réactions déjà de certains. Est-ce que certains veulent témoigner de ce qu'ils font actuellement ou pas? Je ne sais pas. Luc, as-tu... Voilà, je te réactive ton micro. Et tu le réactives tout seul. Voilà. Non, il faut que tu m'autorises à le réactiver. C'est quand même la sécurité chez Zoom maintenant. On est quand même un peu censuré par Cyril. Hein. C'est la dictature qui arrive. Hein. Oui, c'est pas Macron, c'est Cyril. Mais c'est Zoom qui a rajouté tout ça comme sécurité, donc c'est beaucoup plus compliqué. Nous, ce qu'on constate chez nos clients au sens large, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le court terme et il y a le carnet de commandes. Et c'est très, très important de faire du commercial au bon endroit. C'est-à-dire au gars qui est capable de vous passer une commande rapidement. Donc, tout ce dont vous sentez que c'est un petit peu hésitant, ce n'est pas ce sur quoi il faut se mettre en priorité, même si c'est des gros sujets. Pourquoi? Parce que en fait, le banquier et les fournisseurs vous demandent tous des bonnes nouvelles, d'accord? Et des bonnes nouvelles, c'est des choses qui se signent pour un carnet de commandes, même début 2021. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec toi, la trésorerie, c'est sur 6 semaines, d'accord, Antoine? Mais aujourd'hui, la problématique de beaucoup de boîtes, c'est le carnet commande à 2 ou 3 mois. D'accord? Et là, il importe d'aller uniquement là où vous sentez que les mecs vont relativement bien. J'ai un ami qui est dans le second œuvre du bâtiment. Il dit par exemple que les mairies à Paris font un gros effort, c'est-à-dire qu'elles ne commandent rien. Donc, ça ne sert à rien d'aller les voir puisque de toute façon, elles ne décident pas. D'accord? Donc, moi, je dirais aussi de se focusser et on voit que les gagnants sont ceux qui mettent tous leurs efforts commerciaux là où il va y avoir quelque chose à relativement court terme et pas de laisser tomber un petit peu les projets fin 2021-2022. Je sais que dans les industries autour du BTP, ce n'est pas si facile que ça puisqu'on va loin, mais ça me paraît important en fait. Alors, il y a un élément à ce propos qui est important pour ce qui concerne la trésorerie et pour rejoindre ce que dit Luc Fario, c'est que auparavant, vous saviez que par exemple, il y a un système qui s'appelle le facteur qui consiste à vendre à une société d'affacturage la facture qui a été émise parce que le marché a été conclu et ça a été livré. Mais depuis la crise sanitaire, il y a une législation Covid qui autorise, dans certains cas, les entreprises à faire financer leurs bons de commande par des organismes financiers. C'est ce qu'on appelle le bon de commande Covid. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de faire un chantier, vous n'avez pas encore livré la marchandise, mais vous avez un bon de commande, vous pouvez la faire financer. Alors, les conditions souvent, c'est pas souvent, c'est des conditions, il y en a quelques-unes. Il faut que votre entreprise ait au moins 2 ans d'existence. Il faut que votre bilan soit bénéficiaire. Il faut que vos fonds propres soient d'un certain montant. Il me semble que c'est 100 000 euros, mais je n'en suis pas très sûr.
Et puis, il y a une quatrième condition que je vous communiquerai parce que je l'ai oublié. Mais sous ces 4 conditions-là, vous pouvez aujourd'hui faire financer vos bons de commande jusqu'à fin décembre 2020. Et il est vraisemblable que cette disposition va être prolongée en 2021 parce que ça permet notamment à toutes les entreprises qui ont des bons de commande avec des circuits assez longs de recevoir une trésorerie à peu près équivalente au bon de commande pendant toute la durée de la mise en chantier, entre guillemets, de la commande dont il est question. Et ça, c'est vraiment important. D'accord. OK, très bien. Alors, c'était assez dense. En même temps, c'est, je pense, compréhensible un peu pour tout le monde. Je ne sais pas si Jacques Sarabézol a aujourd'hui une remarque à faire. Non? Bon, ça paraît assez clair pour tout le monde, Thierry Lacroix. Donc aujourd'hui, surveiller de façon… Oui, il y a Marc. Alors, il faut que je lui redonne le micro. Pardon. Hop, je réactive le micro, Marc. Voilà. Oui, j'ai une question. J'ai 2 questions. Juste une dernière sur le financement du bon de commande. Juste, je voulais avoir des précisions sur ce point qui est important. Alors, je prends juste un exemple personnel qui est des dernières semaines. Moi, j'ai 2 chantiers qui représentent 1,5 million de chiffre d'affaires. J'ai la commande, j'ai tout. Tous mes marchés sont signés. Le premier, il est bloqué par la mairie de Paris du 19e qui ne veut pas me donner d'emprise. Et le deuxième par GRDF qui n'a pas fait son dévoiement. Donc, en gros, mon carnet de commandes est bon, mais je ne facture pas. Alors, c'est le premier point, c'est juste pour revenir là-dessus, si ça peut se rentrer là-dedans. Et le deuxième point que j'aimerais échanger, c'est que aujourd'hui, tous les maîtres d'ouvrage, ils laissent les choses mourir un peu pour voir à quel prix on va descendre. Et ça, est-ce que c'est ma jeunesse ou est-ce que c'est tout ça? C'est un truc qui m'angoisse un peu parce qu'il y a toujours un mec pour descendre. Et quand c'est pas nous, à un moment donné, c'est pas bon non plus. Donc, serrer les marges, ouais, mais jusqu'à quel moment voilà, c'est un truc qui est difficile à sentir pour moi. Donc, s'il y avait deux, trois éléments en plus que je pourrais ajouter, ça m'intéresse. Pour la première question, je pense que c'est Antoine. Je me demande à Fabrice s'il est capable peut-être de répondre à la deuxième, tu en profiteras. Alors Antoine, la première chose. Antoine. Ah, on t'entend plus du tout. C'est finançable et ça l'est d'autant plus que cette disposition… Ah, Antoine, on a un problème provisoire. Contre l'État, contre un organisme élu par l'État. Antoine, ta réponse est certainement très intéressante, mais elle pose un problème car on ne l'entend pas du tout. Bon, alors je vais demander peut-être à Fabrice de donner son avis sur et après, Antoine, quand la bande passante du réseau sera un peu plus forte, Fabrice, veux-tu répondre à la deuxième question de Marc? Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit, bonjour à tout le monde en fait, et je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Antoine, pour lequel je suis entièrement d'accord avec lui. Bon, il y a peut-être aussi un peu plus les facilités de caisse. Il faut que tu t'approches du micro, excuse-moi, voilà. Là, ça va mieux. Ça va mieux, on voit ta tête en gros, mais… C'est une nouvelle caméra, mais bon, je suis désolé. Donc, je dis oui, outre la facilité de caisse qu'il peut y avoir auprès de votre banquier, si vous vous portez bien, pour répondre essentiellement à Marc Perchet, apparemment, il s'agit d'une commande publique. Donc, la BPI fait le financement de la commande publique. À partir du moment où on a le bon de commande, il suffit de lui céder le bon de commande et elle finance de mémoire à 80 ou 90% donc la commande publique. Peu importe les problèmes qu'il y a, donc elle n'est pas forcément au courant, mais ça permet déjà d'avoir très rapidement au moins un déblocage de 30 ou 40% sur le bon de commande. Et ça, c'est quand même important à savoir parce que je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans le bâtiment, ça va mieux? Ah ouais, mais un peu mieux. Ouais. Ah ouais, je suis désolé. Notamment dans le bâtiment où les
financement de la commande publique est quand même important. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de collectivités locales telles que les mairies ou les administrations. Ça touche également les grandes enseignes. Donc, si vous travaillez avec sous-traités avec des gens comme Bouygues, etc., la BPI finance aussi à hauteur de 80-90%. Peut-être Luc Fario pourra nous en dire un peu plus s'il connaît bien, comme il connaît bien les banquiers. C'est la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, Luc Fario, je précise pour ceux qui... Et en fait, je dis ça aussi, c'est surtout parce que je vais vérifier exactement où ils en sont. Pour ne pas dire de bêtises. Très bien. Veux-tu dire quelque chose où on parlera de ce sujet la semaine prochaine, mercredi 21? Non, mais je peux dire un petit mot. Moi, j'inciterais bien quand même les gens à bien réfléchir au factor pour ceux qui n'en ont pas, parce que c'est une démarche intéressante, mais qui n'est pas presse-bouton. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez besoin de trésorerie dans un mois, c'est même pas la peine de penser à faire du factor. Okay, ça se met en place en 2 ou 3 mois. Donc, c'est quand même le moment, entre guillemets, de se préparer. Okay, ça ne coûte rien d'être prêt. Et le deuxième, c'est de bien surveiller votre environnement, l'environnement qui vous regarde et qui vous note, c'est-à-dire notamment la Banque de France. Il ne faut pas hésiter d'aller vérifier sa cote Banque de France auprès de la Banque de France et d'aller pleurnicher si elle n'est pas bonne, parce que c'est là où les problématiques de « je vous demande de payer plus vite » vont arriver. Et parce que c'est aussi ce que regardent les assurances crédit. Et moi, j'ai un client qui, par exemple, il fait 35 millions de chiffre d'affaires, donc c'est assez gros, mais il a refusé une commande d'1,5 million parce qu'il n'y avait pas d'assurance crédit. D'accord ? Et il dit, je préfère ne pas prendre, pour revenir sur Marc, quelque chose avec une marge un peu plus faible si en plus je ne suis pas payé. Donc, le fait de fonctionner avec des marges un peu plus faibles pour payer les frais fixes suppose effectivement d'avoir vérifié qu'on soit payé. Et donc, c'est un élément très important pour soi-même de vérifier qu'on va être bien regardé. D'accord ? On l'oublie un peu, mais la cote Banque de France, c'est un vrai sujet. Elles ont tendance à pas comprendre quand on ne leur explique pas. Et aujourd'hui, quand on leur explique, bon, ils ont quand même compris qu'il fallait être un peu plus avenant que d'habitude. Très bien. Est-ce que Antoine, tu as du réseau et est-ce que tu peux répondre parce que tout à l'heure on t'entendait. Oui, j'ai du réseau, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend bien. Oui, non, mais je rebondis sur ce qui a été dit par les deux intervenants, Luc Fario et Fabrice Guénoun. Effectivement, la commande publique peut être financée par la BPI. Maintenant, il n'y a pas que la commande publique, puisque c'est le dispositif Covid qui fait que tous les bons de commande sous conditions peuvent être financés maintenant par les banques ou les compagnies d'affacturage. Le deuxième point, c'est que à côté, une fois que vous avez un contrat d'affacturage, et moi je vous conseille de le prendre parce que c'est pas un coût qui est extrêmement important, c'est pas généralement, c'est qu'il y a toujours une assurance avec. Donc du coup, c'est le facteur qui prend le risque et c'est pas vous. Donc c'est quand même plus séduisant et plus sécurisant. Mais à l'inverse, il existe une façon de faire financer ces achats, ce qu'on appelle le reverse factoring, qui permet, lorsque vous avez des grosses commandes, pas des gros achats à faire parce que vous avez une commande, et ben, vous ne la financez pas vous-même, mais c'est le reverse factoring qui la finance pour vous, ce qui vous évite de sortir la trésorerie. Donc, c'est exactement le même fonctionnement que pour un facteur, sauf que c'est dans l'autre sens. Ça vous finance vos achats, alors que le facteur, lui, finance l'aval. L'autre point concernant, et là je rebondis sur ce qu'a dit Luc Fario, effectivement, c'est très important, notre Banque de France, etc., mais il faut aussi que vous fassiez particulièrement attention, d'une part, à votre banquier dans ce contexte qui est particulièrement difficile, et en particulier à toutes les saisies conservatoires éventuelles qui d'habitude vous émeuvent pas tant que ça, mais qui en cette période sont particulièrement importants parce qu'à chaque fois qu'il y a une saisie maintenant par une banque, paf, la banque, elle coupe généralement dans les semaines qui suivent toutes les facilités de caisse, sinon le compte. Donc, si vous avez une saisie, il ne faut pas attendre que le banquier s'en aperçoive. Il va le voir assez rapidement, puis c'est lui qui va vous appeler. Donc, vous l'appelez, puis vous lui expliquez tout ce que vous voulez
en expliquant qu'il y a un litige, que c'est en train d'être réglé, que c'est juste un truc conservatoire, que c'est pas grave, etc. Machin. De même qu'il faut essayer d'avoir des entretiens assez réguliers avec votre banquier, d'une part, pour obtenir maintenant tout ce que vous pouvez obtenir en termes de facilité de caisse, de concours, etc., parce qu'on ne sait jamais ce dont demain peut être fait, et qu'avec un banquier, c'est assez simple. Quand ça va très bien, vous obtenez tout ce que vous voulez, et quand ça va mal, eh ben, il coupe tout, donc vous n'avez plus rien. Donc, ce que vous n'avez pas déjà pris avant, ben, vous ne le prendrez jamais après. De même que le complément du PGE, si vous n'avez pas obtenu les 25% lors de la première demande de PGE, bah, demandez-le le plus vite possible, parce que tout le monde va se jeter dessus dans les jours ou dans les semaines qui viennent, et ça va être beaucoup plus compliqué à obtenir, puisque bah, les banques vont être plus regardantes, ça va être plus compliqué, ils n'auront plus d'argent, etc. L'autre point, c'est qu'avec les discussions que vous avez avec votre banquier, à chaque fois, il faut lui faire miroiter le fait que bah, tout va très bien, vous êtes en pleine expansion, les commandes, vous êtes noyé dedans, vous ne savez même pas comment vous allez faire pour financer votre BFR, parce que ça marche super bien, parce que le banquier, plus il est rassuré, plus il est content et plus il est prêt à vous accorder de l'argent. Quand il sent que c'est pas top, l'activité elle est molle, ou que vous avez plein d'interrogations sur votre avenir, eh ben, ça lui fout la trouille, et puis vos concours, vous ne les avez pas. Donc après, c'est un homme, hein, enfin c'est un homme ou c'est une femme, mais il faut rendre sexy votre dossier, et puis bah, il vous suit si vous avez une relation qui est suivie, pérenne, constructive avec votre banquier, sans lui mentir trop, parce qu'il faut aussi pouvoir retomber sur ses pieds quand il y en a besoin. Mais en tout cas, de surveiller l'évolution de son compte en banque, de ne pas trop souvent être en découvert quand c'est possible. Si vous avez une facilité de caisse, par exemple, jusqu'à 200 000 €, il ne faut pas tout le temps être à moins 200, parce que sinon le banquier il va dire bah non, mais ce n'est pas normal, en fait, c'est un concours moyen terme dont il va avoir besoin, et puis peut-être que vous ne satisferez pas aux contraintes ou aux normes qu'ils ont édictées en interne, donc vous ne l'aurez pas. Donc si vous avez un peu de rentrée d'argent, bah, vous en profitez pour être pendant une période à zéro ou même en positif. Il ne faut pas que vous soyez toujours en négatif. Donc l'autre élément qui est important à surveiller en termes de signal, ce sont les relations avec votre banquier et le fait de demander le plus vite possible tout ce dont vous avez besoin ou tout ce dont vous pensez que vous allez peut-être avoir besoin dans les semaines, dans les mois qui viennent, parce que bah, c'est maintenant qu'il faut le demander, c'est pas après. Et les derniers points, ce sont les relations avec vos salariés ou vos associés, ou les procédures que vous avez qui sont en cours, parce que bah, l'activité, elle se fait parce que vos salariés, ils sont contents de travailler, ils ne se posent pas trop de questions, ils sont à la tâche, ils vont voir les bons clients, comme le dit Luc Fario, ils vont mettre tous leurs efforts là où précisément il peut y avoir des commandes rapides, et pas forcément sur des gros sujets qui vont prendre beaucoup de temps, qui vont être très compliqués, sur lesquels il y a plein de concurrence et qui restent très aléatoires, puisque selon le dicton, c'est les petites rivières qui font les gros fleuves. Il vaut mieux être sûr d'en amasser tout un paquet plutôt que d'essayer de viser juste un gros chantier pour peut-être ne pas l'avoir. Et puis après, bah, sur le point de savoir jusqu'à quelle dégradation de marge il faut aller, il n'y a pas de réponse. Ça m'est déjà arrivé, soit dans mes vies antérieures professionnelles, soit avec mes clients, de leur dire ouais, bah, vous allez perdre tout l'argent que vous voulez, n'empêche que pendant ce temps-là, la trésorerie, vous allez l'avoir pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis vous en avez franchement besoin. C'est comme le concours bancaire, il y a des tas de dirigeants d'entreprise qui vous écrivent non, mais j'ai pas besoin, j'en ai déjà assez, puis vous comprenez, le 31 décembre, c'est dans pas longtemps, puis mon bilan, il faut qu'il soit comme ci, il faut qu'il soit comme ça, parce que j'ai raconté ci, parce que j'ai raconté ça. Moi, je leur dis, bah, le concours bancaire, prenez-le quand vous pouvez. Si vous n'en avez pas besoin dans quelques semaines ou quelques mois, bah, vous le remboursez. Ça vous coûtera peut-être un petit peu d'argent, sauf si vous avez été suffisamment adroit pour négocier que le remboursement anticipé soit le moins dolosif possible. Mais prenez-le, parce qu'une fois que vous en aurez besoin, si d'aventure vous en avez besoin un jour, bah, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué à obtenir. De même que le factor, c'est pareil, ça peut prendre dans des cas extrêmes 1 semaine, 2 semaines, notamment quand la boîte est presque en dépôt de bilan ou qu'elle vient de déposer son bilan.
avec des sociétés comme GE, Factor, enfin, il y en a d'autres. Sinon, ça prend beaucoup plus longtemps parce qu'il faut monter des dossiers. Mais ce n'est pas parce que vous avez un facteur qu'il faut leur confier nécessairement toutes vos factures. Dans la plupart des contrats d'affacturage, vous avez le droit de donner tel client et pas tel autre, ou de donner une partie et pas forcément tout. Donc, il faut négocier, si vous avez un contrat de facteur, de négocier, de donner les clients qui vous intéressent, vous, au moment où ça vous intéresse, vous, et pas forcément de tout donner. Voilà, donc en gros, ce n'est pas très compliqué par rapport à d'habitude. C'est 1, la trésorerie. 2, c'est qu'est-ce que votre entreprise dégage en termes de capacité financière et de marge. Et puis après, les chantiers, si vous en avez vraiment besoin ou vous sentez que ça va être compliqué, prenez-les, même si la marge, elle est juste ridicule. Et puis après, vous n'allez pas me faire croire non plus que dans le BTP, on ne fait pas des travaux supplémentaires avec des grosses marges. Donc prenez le chantier, puis vous essayerez de coller des travaux supplémentaires avec des beaucoup plus grosses marges. Mais en attendant, l'argent, vous l'aurez. De même que si vous pouvez faire rentrer l'argent de vos clients en leur accordant une petite remise, faites-le. Et puis vos fournisseurs, à chaque fois que vous pouvez délayer un paiement ou régler un peu plus tard ou en plusieurs fois, même si ce n'est pas forcément indispensable au moment où vous le négociez, faites-le. Parce que pendant ce temps-là, vous vous prémunissez de difficultés éventuelles que vous pourriez avoir dans quelques semaines. Et puis, vous ne saurez pas comment faire parce que ça sera beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Ok. Je voudrais juste rajouter deux petites choses. Je le dis à chaque fois. Donc, vous prenez votre banquier comme si votre directeur financier qui vous dit Alain, prends l'oseille et tire-toi, surtout quand on n'a pas besoin. Parce que c'est là où on te le prête. Donc, faites pas de finesse. Et le banquier, ce qu'il n'apprécie pas, c'est d'être l'homme du dernier recours parce que c'est facile. D'accord ? Donc, il va quand même vous demander ce que vous avez fait. Et je rebondis sur ce qu'a dit Antoine sur le personnel, sur l'effectif. On va vous demander ce que vous avez négocié avec vos salariés. Moi, j'ai un client, il a négocié des dons de jours de congé de ses salariés. D'accord ? Il a obtenu en moyenne 6 dons de jours de congé de ses salariés. Ça prouve aussi que finalement, toute votre équipe est derrière vous. D'accord ? Et il est effectivement très sensible au fait qu'il ne soit pas le seul à faire des efforts, c'est-à-dire venir boucher un trou dont il ne sait pas trop s'il est sans fond. Donc, le fait que vous ayez fait des efforts en interne pour faire de la pédagogie, si vous aviez, il va vous demander aussi ce que vous avez fait éventuellement sur votre salaire. Si vous avez une SCI qui paye, à qui vous payez des loyers très, très élevés sur vos bâtiments, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre en perspective, quand vous demandez de l'argent, le fait que vous le demandez dans le cadre d'efforts, entre guillemets, partagés avec l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire vous en tant que dirigeant sur ce que vous sortez, et puis vos salariés qui font des efforts. Il y aura beaucoup plus de mal, quelque part, à avoir l'argumentaire pour vous dire non. Et sur le PGE, moi, je considère aujourd'hui que c'est un peu tard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les demandes sont refusées. Parce que c'est simple, ils jugent sur pièce que ça ne va pas très bien. Donc, quand vous aviez demandé un PGE en mars-avril sur une année 2019 qui n'était pas mauvaise, ça va. Là, quand il regarde, quand il lit le journal, il pétoche. Donc, effort partagé. Et puis, n'hésitez pas à regarder aussi tout ce qui existe en subventions, gimmicks diverses. Il y a beaucoup de gens qui font de la R&D sans le savoir, donc d'aller chercher du CIR, etc. Tous ces éléments, un minimum de subventions éventuellement sur des choses que vous cherchez à développer. Ça prend un petit peu de temps, mais il y a des cabinets spécialisés qui vous aident à faire ça. Et de toute façon, ils prennent qu'un pourcentage de ce qu'ils vous obtiennent. Donc, c'est quand même l'idée, c'est quand même de tirer par tous les bouts sur là où vous pouvez avoir un peu de pognon. Très bien. Très bien. Ça fait 45 minutes. Il y a une question particulière qui serait à poser. Je fais un petit tour d'horizon. S'il n'y a pas de questions, ce que je propose, c'est que ça fait 45 minutes là, que l'on débat. La semaine prochaine, mercredi 21 à 8h, Luc Fario vous parlera donc du PGE. J'espère que tu auras des choses un peu positives à nous annoncer, Luc. Donc, écoutez, s'il n'y a rien, je souhaite une bonne journée à tout le monde
Et puis, bah, très bientôt pour un prochain atelier. Merci. Merci à Merci tous. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.